des bails, enquête et reportage. radiotilleul.org. Donc moi le truc dont je voulais parler c'est un souvenir, c'est le souvenir d'une histoire que j'aurais pas forcément dû entendre, enfin qu'on m'avait dit de partir pour pouvoir raconter, mais que j'ai entendu quand même. Et donc j'étais assez jeune, je crois que c'était fin primaire, quelque chose comme ça, et c'était mon tonton qui nous a raconté du coup j'étais pas censée l'entendre, qu'il leur a raconté. Je savais qu'il avait été dans des squats, tout ça, qu'il était très manifestant. Et en fait, un jour, à la sortie de son travail, donc les flics l'ont embarqué. Clé de bras. Une grosse main gantée se pose sur l'épaule gauche, tandis qu'une autre saisit le poignet droit. Remonte dans le dos, le long de la colonne, à l'endroit exact où les jointures craquent. Lève, tire, tord, plaque. Au moindre mouvement, déboîte. Déboulé de nulle part, lunettes de soleil, rictus soulève, un type derrière vous, cœur d'après-midi, rue passante. Exhorte, expire, braque. Direct, il prend la seconde main et réunit le tout en un bouquet de 20 doigts, 2 paumes. Menotte, inspire, cardiaque. Serrant fort, appuyant de tout son poids sur votre nuque, il vous pousse d'un grand coup pour que ça avance. Tête dans le sac. Vite rejoint par un escadron de crânes rasés, tous habillés civils, habillés sportwear, habillés survêt, sacoche et basket, habillés racaille, habillés sans matricule, habillés pour la course et le camouflage, il vous jette à l'arrière du fourgon. Pince au poignet, fracas des portes qui se referment. Chaque entrave creuse la chair. C'était hier, le rouge au corps. Maintenant, vous êtes là, dans le couloir gris de ce commissariat, la tête contre le carrelage froid. Pourtant, on vous l'a bien dit, bien martelé et répété, tu n'as rien à déclarer. C'est le type dans la cellule qui vous l'a conseillé pendant la nuit, avec les bruits de pas en écho et la banquette en dur aux odeurs de vomi, de sang et d'urine. L'humanité en package. Tu n'as rien à déclarer. Quand ils t'emmèneront dans le bureau, surtout, tu n'as rien à déclarer. On vous l'a bien dit et répété. Alors au matin, quand ils viennent vous chercher dans la cage, le ventre vide parce qu'arrivé la veille, juste après le dernier passage, service du soir, les 3 mots vous tournent dans la tête. Rien à déclarer. Souvent repris pour justifier l'usage de la force par la police et les répressions armées des manifestations, le concept décrit par Max Weber dans une conférence en 1919. L'État est cette communauté humaine qui, à l'intérieur d'un territoire déterminé, revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. Est en réalité très éloigné de l'interprétation qu'ont pu en faire des politiques et des journalistes. On admet communément depuis Max Weber, le sociologue allemand, que la violence légitime est du côté de l'État. La violence de l'État, c'est une violence qui est légitime. Quel rôle a joué la violence dans ce mouvement? Est-ce qu'il y a une violence légitime? Si vous dites l'État a le monopole de la violence légitime, on n'a pas dit grand-chose quand on a dit ça, ou on a dit une absurdité, exactement. Il ne s'agit pas de reprocher au personnel politique, voire aux journalistes, de ne pas connaître cet arrière-plan de la définition de Weber, mais ce qui est irritant, c'est cette manière d'appeler une autorité scientifique, c'est un grand nom, pour dire une absurdité. Quand Max Weber parle de violence légitime, il en fait une description sociologique. Il décrit ce qui est et non pas ce qui doit être. Max Weber théorise comment se sont constitués les États en tant qu'entité politique. C'est une définition des pouvoirs de l'État,
pas une justification de la violence envers le peuple. Ils l'ont mis dans une pièce à part, ils ont fermé les volets, ils lui ont dit tu laisses ton téléphone dehors. C'était même pas les flics de sa ville, c'était vraiment les plus haut placés, fallait pas que ça se sache. Il y avait beaucoup d'intimidation, tu dis rien, tu t'en parles à personne. Et donc ils lui ont posé des questions sur un mec qui était avec eux au squat, parce que ce mec faisait des actions comme eux, mais beaucoup plus poussées, beaucoup plus travaillées. Il était connu dans ce milieu-là et recherché parce que il se laissait pas faire, il faisait des actions. Et donc ils lui ont posé des questions sur ça, de manière assez violente, il savait pas ce qu'il pouvait dire, il avait pas vraiment de connaissances là-dedans, donc il savait pas passer droit, quoi. Et voilà, il nous a raconté ça, la peur que ça lui avait mis. Alors le Cassis, c'est un collectif anti-rep qui existe depuis 2018. Il existe depuis le mouvement des Gilets jaunes. C'est un moment où on voyait plein de gens se faire écraser par la machine de la justice, subir des violences policières, prendre des tirs de LBD. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on se forme collectivement sur les questions de garde à vue, sur de l'autodéfense collective, trouver des noms d'avocates et comment porter plainte contre la police. Il y a un peu deux façons de fonctionner, c'est soit il y a des gens qui font directement appel à nous parce qu'on commence à être un petit peu connus et on a diffusé des cartes de visite, on a une page Facebook, des choses comme ça. Du coup, soit il y a des gens qui viennent directement faire appel à nous, soit c'est nous qui allons à la rencontre des gens quand on entend parler de faits de violence policière ou de choses comme ça. Et du coup, on aide un peu deux types de personnes. Au début, c'était pas mal des militants parce qu'on faisait pas mal de ce travail de faire une équipe de Legal Team en manif. Et du coup, on a un numéro de téléphone qui était diffusé où les gens peuvent nous appeler s'ils voient une arrestation ou s'ils ont un proche arrêté, pour pouvoir apporter du soutien à ce moment-là. Et de plus en plus, on cherche à essayer de soutenir un autre type de public, et du coup plutôt des personnes précaires ou des personnes isolées. Et du coup là, donc c'est pas mal. Enfin, ça peut être des gens qui se font arrêter pour avoir volé 3 paquets de pâtes et qui se retrouvent dans cette grosse machine de la justice. Il y a aussi des gens on se retrouve pas mal à aider des gens qui se retrouvent isolés en prison. Les jeunes, j'en suis sûre que plus de 3/4 ne savent pas ce que c'est une répression. On est quand même une génération assez engagée, je pense, mais ça reste très minime. Enfin, j'ai plein de copines, je leur dis, vous savez ce que c'est la répression ? Bah non, c'est quoi ? Que ce soit la répression par rapport à soi-même ou les violences policières, etc. Enfin, j'ai l'impression que la répression, pour le comprendre et savoir ce que c'est, il faut le vivre en fait. Moi, j'ai commencé à penser répression jeune, à partir du moment où j'ai eu peur d'aller en manif, de faire certaines actions, parce que je me retrouvais confrontée à la police et que la police connaissait mon nom ou mon identité. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu peur. Et du coup, peur, ça s'attache à répression pour moi. C'est terrible de devoir vivre la répression pour la comprendre. On n'est pas obligé de vivre des répressions en manif. Je veux dire, il y a plein de gens qui se font contrôler pour aucune raison. Moi, j'ai un pote, c'était au collège, je m'en rappelle, on sort du collège, et il s'est pas arrêté, contrôlé, mais pour rien. J'ai pas compris, j'étais en mode de, bon, d'accord, très bien. Et moi, je suis pas la petite fille blanche parfaite, etc. Et les flics, ils m'ont rien dit. Et j'avais mon pote noir qui s'est fait contrôler. Et c'est à ce moment-là où j'ai eu aussi un recul en me disant, ça existe des inégalités. C'est à ce moment-là que j'ai grandi, c'était ma fin de 3e et après je suis arrivée au lycée. C'est vrai qu'au niveau du genre de la personne, c'est ultra différent le traitement qu'on a. En fait, les jeunes des quartiers populaires qui sont du coup des personnes... Enfin, les jeunes des quartiers populaires et les personnes racisées qui du coup, elles, vont vivre une répression quasiment quotidienne avec des contrôles... plusieurs fois par jour qui du coup souvent dérivent, et du coup c'est une répression qui est subie et qui est récurrente, et du coup je distinguerais quand même bien avec
du coup les jeunesses militants, où du coup effectivement ces dernières années on a vu pas mal de mouvements, que ce soit les mouvements pour le climat ou etc., où du coup là effectivement de plus en plus c'est aussi des collectifs qui subissent de la répression, mais elle est vachement plus ponctuelle et du coup vachement plus choisie, et du coup je trouve important de faire la distinction entre les deux. Et moi j'étais là, j'étais jeune et je comprenais pas, parce que pour moi la police, on m'avait toujours dit c'est quelqu'un vers qui il faut se tourner quand ça va pas, c'est quelqu'un qui peut nous protéger, et ça m'a terrifiée. Je me suis dit les policiers ils sont pas là pour mon bien, ils sont là pour mon mal. Et les années d'après, j'en avais pas parlé que j'avais entendu cette histoire, et à chaque fois que je voyais des policiers, j'étais pas bien, je les fuyais. Et donc je pense qu'il faudrait, les enfants, leur parler dès qu'ils sont petits, de pas idéaliser les métiers, leur dire que voilà, c'est comme ça, il y a des violences, que les violences c'est pas la plus grande partie, mais que ça existe, parce que l'apprendre comme ça c'était quelque chose d'assez choquant, d'assez pas traumatisant, mais ouais, c'était dur de l'apprendre comme ça. Voilà. Il y a plein de genres de répression. Enfin, des fois, je dis à Inès d'arrêter de gueuler parce qu'elle me saoule et qu'elle nous tape la honte en public. Mais en vrai, c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression qu'on empêche un peu les gens d'être eux-mêmes. On les, enfin oui, c'est bon, arrête de faire non plus. Bref, je me rends compte du coup que il y a peut-être des moments où je réprime les gens et je me rends même pas compte. Donc il y a peut-être un moyen que on devrait se rendre compte nous-mêmes de genre de répression qu'on fait sur nous-mêmes et sur les autres, quoi. C'est pas très clair, mais bref, voilà. Moi, je pense qu'une des solutions, enfin surtout pour notre âge à nous, c'est d'en parler, parce que je pense et je sais, c'est qu'il y a plein d'ados ou de gens de notre âge qui savent pas ce que c'est la répression, parce que soit ils sont privilégiés, soit ils viennent de milieux où ils vivent pas ça. Enfin, moi, en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est de déceler qu'est-ce qui, dans mon quotidien, à quel endroit est-ce que moi-même je suis répressif. Et l'idée de faire un livre et que les gens le lisent, c'est que aussi, peut-être, j'espère, ils se posent la question eux-mêmes de à quel moment est-ce que moi je suis répressif. Le truc du grand capital répressif, c'est une réalité. C'est une réalité. Malheureusement, peut-être que je suis défaitiste ou cynique, je sais pas. Ce combat-là, il est quasiment hors de portée. Par contre, de chercher à quel endroit est-ce que soi-même on est répressif, à quel endroit est-ce que soi-même, dans notre ADN, on nous a à un moment donné foutu des préjugés, du racisme, du sexisme, de l'homophobie, quoi. Enfin, qu'on nous a mis tout ça, et des réflexes d'un seul coup, dès qu'il y a une tentative d'émancipation de quiconque, de essayer de soi-même, mais c'est des micro-choses, hein, c'est des choses dans le quotidien. Un ami qui parle beaucoup trop fort, qui fait beaucoup trop de bruit, et on va d'un seul coup faire en sorte qu'il ferme sa gueule, mais c'est des micro-choses jusqu'à des choses beaucoup plus violentes qu'on peut être amené à faire dans le milieu du travail, dans le milieu aussi des luttes, dans le milieu de quoi que ce soit.